Le notaire reçoit aussi beaucoup de confidences. Lorsqu'il Oui, est confronté à la limite que pose le secret de ses confidences et que les intérêts d'un de ses clients ou peut-être du membre d'une fratrie peuvent être compromis. Je dirais même beaucoup plus. Je dirais beaucoup plus parce que je pense que depuis la nuit des temps, depuis que ce métier existe, et je crois qu'avec un autre qui est beaucoup plus féminisé, c'est le plus vieux métier du monde, on dirait, le notariat, ça a toujours été le confident privilégié. Je sens voilà, Mais je vais vous dire, quand j'ai ça n'est pas nécessairement partagé comme affirmation. Ah, si. Que ce soit le plus vieux métier du monde. Parce que Non. c'est cela qui n'est pas nécessairement si. partagé. Je dis qu'il y a deux plus vieux métiers du monde. Il y en a un dont je ne fais pas partie, heureusement. Il y a l'autre qui se féminise un peu, mais qui l'est quand même toujours moins, puisque quand j'ai prêté serment, nous étions 3% de femmes et nous sommes aujourd'hui 25%. Donc je dirais que petit à petit, on se féminise. Et c'est donc ce métier de notaire bien sûr, vraiment avec l'officier du culte et le médecin. Le notaire a toujours été le confident des parties parce que nous recueillons les confidences et on est tenu à un secret véritablement général et absolu. Ça fait partie, comme l'avocat, de la prestation de serment, mais en plus, comme on est officier public, on a encore une obligation supplémentaire. Et c'est vrai qu'au sein de nos études, on va au-delà de l'activité juridique, puisqu'on souvent on nous prend, vous savez, souvent on nous dit au revoir docteur, au revoir maître. C'est vrai que, et ça nous fait toujours plaisir, parce que quelque part, je crois qu'on est là pour essayer d'aider également à trouver des solutions dans le domaine humain. Donc on a les confidences relatives à la famille, au patrimoine. On touche donc aux deux pôles qui sont les plus importants, en dehors bien sûr des problèmes de la santé et qui ont été largement évoqués tout à l'heure avec les médecins. Mais véritablement, vous parlez de la fratrie, mais il y a aujourd'hui, en plus avec toutes les avancées qui sont faites dans le domaine génétique, nous avons connaissance de plus en plus de secrets qui seraient restés des secrets et qui sont dévoilés par le fait de l'évolution de cette génétique, avec des enfants qui arrivent, bien entendu, à certains moments de la vie, en tout cas, souvent, au moment où le géniteur, c'est en général l'homme sur lequel il y a eu le secret, bien sûr, d'un enfant. Pour une femme, c'est plus difficile de l'avoir caché, c'est évident, mais ça peut arriver. C'est beaucoup plus rare. Et c'est vrai que c'est au moment où, des moments douloureux pour la famille, normalement des décès, que l'on a les événements les plus difficiles à concilier avec notre devoir de secret, notre devoir de conseil et de respecter la loi. Et alors, sur la notion limite, justement, imaginons que le notaire apprenne au cours de la discussion dans le secret de son cabinet, par l'un des membres de la fratrie, qu'un autre de ses membres a exercé des pressions qui sont de nature, qui sont susceptibles d'être qualifiées pénalement contre les parents, pour obtenir de façon discrétionnaire une partie du patrimoine sous forme de don manuel ou voire même tout simplement sous forme, on peut le dire, de vol. Alors je dirais qu'apprendre de quelqu'un, pour moi, n'est pas une preuve. Et le notaire n'a absolument pas à être juge. Nous ne sommes pas juges, nous sommes notaires. Et donc nous ne pouvons pas prendre des affirmations de certaines personnes sans en avoir les éléments concrets devant les yeux. Alors imaginons qu'il en ait les éléments. Si nous sommes véritablement spectateurs de détournement ou d'actions illégales, il est bien évident que là, ce n'est plus le secret professionnel, ça devient illicite et nous sommes, en quelque partie, nous avons la possibilité, dans une certaine mesure, d'être déliés de ce secret. Alors c'est vrai que nous n'allons pas le faire de nous-mêmes, mais nous allons faire les démarches pour pouvoir être éventuellement levés de ce secret professionnel à travers la Chambre, auprès des tribunaux. Par le président de la Chambre, non, c'est même le tribunal. C'est-à-dire que ça se passera avec le président de la Chambre des notaires, mais également donc avec le tribunal. Et c'est vraiment dans des cas, je veux dire, qui sont plus que... Je veux dire, là, vous avez généralisé. Oui. Donc, il faudrait rentrer dans des cas véritablement dans lesquels il y a un risque très important, non pas par rapport simplement à une somme d'argent ou à une valeur de détournement. Il faudrait véritablement que ça mette une personne, notamment fragilisée, en situation de difficulté. Car nous avons le devoir également de veiller à ce que les personnes qui sont protégées ou à protéger, comme les personnes d'un certain âge, comme les mineurs, dès lors où il y a des faits délictuels qui sont faits intentionnellement, par exemple, je le donnerai, le cas du mandat de protection future qui existe maintenant depuis 2009 et qui permet à toute personne, alors qu'elle a ses facultés, de donner un pouvoir ou mandat à une personne proche
d'elle, soit quelqu'un de la famille, soit un ami, soit une amie, au moment où elle n'aura plus ses facultés de pouvoir agir pour elle, et bien entendu l'ouverture de ce mandat se fait d'une manière beaucoup plus facile qu'une curatelle ou qu'une tutelle, puisque c'est simplement, il y a bien entendu les vérifications au niveau médical avec expertise, et ensuite le tribunal prend acte. Et c'est le notaire qui a fait le mandat, qui est tenu de vérifier, de recevoir tous les documents de gestion, donc c'est une sacrée responsabilité. Je ne vous dis pas que le notariat est un petit peu, non pas en retrait, puisque ça fait partie de notre rôle d'officier public, mais que nous ne cherchons pas forcément à avoir énormément de mandats de protection future et que nous acceptons de les faire quand ça nous est demandé, puisque c'est notre rôle, parce que le mandat de protection future qui est fait par le notaire, par une personne au profit d'une autre personne, c'est le notaire qui sera le garant de la vérification qu'il n'y a pas eu des détournements, ce qui montre bien qu'il y a quelque part eu une évolution par rapport à ce qui était le secret professionnel absolu et inviolable. Dès lors où une personne, tout dépend en effet si c'est une personne en faiblesse, on va dire, ou si c'est une personne, mais si c'est évidemment que si il y a des connaissances de fait qu'il y a eu un don, par exemple, qui a été fait à un enfant et pas à un autre, le notaire est tenu au secret professionnel, sauf si, bien entendu... Le don est volontaire, c'est l'appropriation. Voilà. Mais à la succession, il ne faut pas oublier qu'il y a l'ordre public, qui est la réserve héréditaire. Or, on peut laisser avoir une liberté, c'est la loi française, c'est comme ça, c'est d'ordre public, que la liberté est sur la quotité disponible. Bien sûr, dans une succession, ça c'est volontaire. Il y a une part disponible, c'est volontaire bien entendu, mais il ne faut pas que ça dépasse cette quotité disponible. Et dès lors où ça dépasse cette quotité disponible, si le notaire a connaissance, eh bien, il doit le dire, puisque on a une atteinte à la réserve et que c'est un caractère d'ordre public. Oui, mais là, on est encore dans le cadre d'une démarche volontaire de la part des parents. La question, non, mais même si les parents ne sont plus là. Voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, c'est vis-à-vis des enfants. La question qui est posée, et puis Maître Martin réagira sans doute, parce que j'ai le sentiment qu'il ne partageait pas tout à fait, non pas votre position, mais la facilité que vous sembliez évoquer d'informer l'autorité judiciaire. Il est dit lors de l'examen... Il n'y a pas de facilité du tout. Je n'ai pas dit qu'il y avait la facilité... C'est pas simple. Je ne dis pas... Voilà. Le seul moyen, je veux quand même dire que le seul moyen chez un notaire de pouvoir avoir la connaissance, c'est la procédure de réquisition. Uniquement. Et c'est la seule forme de procédure. Et la réquisition, c'est en présence du président de la Chambre des notaires, voilà. Et c'est fait par le magistrat, et seul le magistrat peut avoir connaissance des documents dont il prend connaissance, même éventuellement dans le coffre, et même pour des testaments, on l'a vu quand on l'a pris. Et l'autre cas, c'est le fisc, mais qui ne peut avoir accès qu'à des documents comptables et non pas aux autres documents. Mais sinon, c'est absolu. Je ne veux pas dire qu'il y a une facilité, j'ai dit que c'était des exceptions. Je retire le mot facilité. Il y a des films qui sont très, très expressifs là-dessus. Moi, j'ai un film en tête, c'est Le bonheur est dans le pré, où on voit bien que la société économique, elle est concernée. Ensuite, voilà un monsieur qui va pouvoir reconstituer, on y viendra ensuite, les capitaux propres de sa société grâce au don que lui sera fait par une dame qui découvre être subitement riche à la suite de faits qui sont un délit, puisqu'il s'agissait d'un vol d'un casse qui avait été commis par son mari qui est décédé. Voilà. Le notaire qui découvrirait comme ça une richesse subite, mais qui proviendrait, et qui est à répartir civilement, mais qui proviendrait d'un vol, ou qui proviendrait d'un abus de bien social. Non, l'abus de bien social, on peut discuter de sa prescription, oui, elle n'est pas simple. Oui, non, moi je pense que ça reste dans le secret professionnel. Il n'y a pas de... Enfin, moi, en tout cas, j'invoquerai le secret professionnel. Monsieur Vigneault, magistrat. C'est du cinéma dont vous parlez. Monsieur Pardon ? C'est un cas de cinéma aussi. Hein. Oui, je ne suis pas sûr que le cinéma ne soit pas parfois le reflet de la vie. Monsieur Vigneault, magistrat. Simplement faire une intervention pour dire que, en réalité, c'est un cas classique de conflit de normes. On a deux normes qui s'opposent, l'obligation au secret, et puis il y a d'autres normes qui peuvent s'opposer, qui peuvent entrer en contradiction. À chaque fois, il faut faire la balance entre les deux. Alors, si vous avez... on a parlé du secret le plus absolu, mais il y a aussi quelque chose qui est absolu, c'est l'assistance à personne en danger. Donc, si vous avez d'un côté une obligation de secret, mais de l'autre le devoir d'intervenir parce que vous avez quelqu'un en danger, la violation du secret, je crois que c'est... On fait comment on compare ? Comme il s'agit de deux textes pénaux, c'est très simple. On compare celui qui est le plus sévèrement puni. La violation du secret, c'est 1 an. La non-assistance à personne en danger, c'est 2, 3 ou 4 ans. Donc la balance est rapidement faite.
l'obligation de secourir une personne qui est en danger s'impose. Il faut bien évidemment que les conditions de... Mais monsieur le juge, quand il ne s'agit pas de la protection d'une personne, mais d'un trouble à l'ordre public... Non, mais je poursuis. Moi, j'ai le souvenir, quand j'ai débuté ma carrière, c'était un dossier d'enlèvement. Un enfant avait été enlevé, et à l'occasion des écoutes téléphoniques, on avait appris que l'avocat de l'inculpé, s'appelait un inculpé, savait où était l'enfant. L'instruction, et l'enfant est en danger. L'instruction convoque l'avocat et lui dit « Où est l'enfant ?» En disant, mais si vous ne révélez pas où est l'enfant, on sait que vous savez où il est. Vous serez poursuivi pour non-assistance à personne en danger, voire complicité d'enlèvement. Bien évidemment, c'est ce qu'on appelle en droit pénal l'autorisation de la loi, la permission de la loi ou l'ordre de la loi, qui faisait ordre à l'avocat de révéler l'endroit nonobstant son secret professionnel. Alors, lorsqu'il s'agit simplement d'une dénonciation d'un délit, alors les dénonciations de crime, le non-dénonciation de crime est puni, le non-dénonciation d'un délit ne l'est pas. S'agissant d'un problème d'ordre public, si c'est de l'ordre public en matière civile, on parlait de l'atteinte à la quotité disponible. Eh bien, c'est de l'ordre public civil, bien évidemment, qui est inférieur à une disposition de nature pénale, qui est celle qui protège le secret professionnel du notaire. Donc, tout est question de balance, de cas par cas, et à chaque fois, il faut que le professionnel vérifie si l'obligation qui lui est faite, c'est-à-dire l'injonction contradictoire qui lui est faite, est punie plus sévèrement que celle qui lui interdit de révéler le secret. Parce qu'on a bien le sentiment depuis ce matin qu'il y a une forme de dogme sur le caractère inviolable du secret professionnel. On voit bien qu'il existe tout de même une limite. L'obligation d'assister une personne en danger est aussi inviolable et sacrée. Voilà, c'est cela. Et dans la hiérarchie des normes, elle lui est supérieure. Elle lui est supérieure. Si je peux me permettre, justement, suite à l'intervention de monsieur le magistrat, justement, dans le cas d'enlèvement, mais là, ce n'était pas un enlèvement qui était fait par un tiers dans lequel il y avait un risque, nous avons été confrontés à l'étude avec le cas dans le cadre de conflit d'un couple, au fait que le père a enlevé son enfant, est parti avec son enfant alors que l'enfant devait rester avec la mère, et il est passé par l'étude pour donner on était les seuls à avoir l'adresse, le lieu où il était parti avec l'enfant, en disant que s'il arrivait quelque chose de grave, il fallait bien qu'il y ait donc cette donnée quelque part. Eh bien là, étant donné que l'enfant, pour nous, ça a été un cas de conscience important, mais nous avons gardé le secret professionnel jusqu'à ce qu'il y ait eu, à peu près un an après, la demande donc par le tribunal et la levée du secret par rapport à ça, parce que ça a dégénéré avec des problèmes beaucoup plus importants. Donc c'est vrai qu'il y a un devoir moral, un devoir de conscience, et d'arriver à trouver quel est l'équilibre entre, alors non pas de mesurer quel sera disons, ce à quoi je risque d'être confronté par rapport à si c'est voire condamné. Une condamnation d'un an 300. J'avoue que peut-être que je devrais le faire, mais vous voyez, je suis peut-être un peu trop généreuse en la matière. Ce n'est pas du tout ma première réaction. Peut-être que je devrais le faire. Voilà. Donc je le fais plus par rapport au côté vraiment humain, etc. Juste pour dire qu'il y a eu une brèche. Il y a quelques brèches, donc on l'a vu, la perquisition, chez le notaire, il y a donc le fisc, et la dernière, c'est Tracfin. Parce que nous avons donc une obligation, lorsque nous avons des doutes sur la légalité de la provenance de fonds, et que ça peut être du blanchiment d'argent, le notaire est tenu, alors au départ c'était que les établissements financiers, mais le notaire est tenu de faire une... On discutera de cette question du Code monétaire et financier avec l'extension qui a été faite par le législateur à tout fait passible d'une peine privative de liberté supérieure à 1 an, sauf erreur de ma part, ce qui étend considérablement le champ de la déclaration de soupçon, puisqu'elle s'appelle comme ça, n'est-ce pas, déclaration de soupçon, qui est d'ailleurs plus large que de révélation de faits délictueux, puisque le simple fait même de pouvoir nourrir des soupçons oblige à la déclaration. Alors, dernière question sur ce sujet, parce que l'heure tourne et naturellement, nous voulons évoquer l'ensemble du programme. Maître Martin, on nous pose la question, on parle de l'Église catholique, qu'en est-il des autres religions ? Dans les autres religions, le secret de la confession, à ma connaissance, n'existe pas, parce qu'il Ce sera donc la confidence éventuellement. C'est la confidence. Et la confidence prend exactement la même place par rapport à la loi civile, j'entends bien, que le secret de la confession. D'ailleurs, l'article 226-13 ne parle pas de confession.
Il parle de personnes qui, par état ou par fonction, reçoivent des confidences. Confidences.